Bonjour à toutes et tous, je vérifie juste que ça fonctionne bien, c'est parfait. Donc merci à Laurent, Nicolas et Margot de m'avoir invité aujourd'hui ainsi que Sandrine, donc on est ravis d'être là toutes les deux. Cécile Caudron, je travaille au CEREMA et mon dada au quotidien c'est la qualité de l'air intérieur. Donc voilà, je suis venue aujourd'hui vous parler du rôle et de la place de la qualité de l'air intérieur dans la réglementation environnementale 2020. Dont vous avez très certainement entendu parler, évidemment, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Allons-y. Donc voilà comment on a découpé notre intervention avec Sandrine. Moi, je vais intervenir sur les 3 premiers points. J'espère que vous voyez bien. Si jamais il y a le moindre problème, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc je vais revenir sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur, de manière, on va dire, générale, parce que voilà, c'est toujours bien de reposer un peu quand même les grands messages sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur. Pourquoi est-ce qu'on a intégré ça dans la RE 2020 ? Est-ce que la qualité de l'air intérieur, ce sera mon deuxième point, est bien le 4e pilier de la réglementation environnementale 2020 ? Et le 3e point que je développerai avec vous, ce sera donc quelques éléments. Je n'ai pas tous les éléments de réponse à l'heure actuelle, mais les premiers éléments que je peux vous offrir aujourd'hui sur le label qui accompagnera la réglementation environnementale 2020. Et ensuite, je passerai la main à Sandrine pour le dernier point, the last but not the least, comme on dit, le protocole pour la vérification réglementaire à réception. Moi, je vais tâcher de ne pas déborder plus d'un quart d'heure pour que tout le monde ait le temps de vous passer les éléments importants dans ce webinaire. Allons-y sur les enjeux. Je vois que pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. C'est parfait. Donc, revenons sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur, pardon. Il y en a 3 grands des enjeux, s'il faut donner 3 catégories. Donc on a les enjeux sanitaires, les enjeux économiques qui sont liés bien sûr, et puis des enjeux techniques qu'on verra sur la slide suivante. Donc les enjeux sanitaires, si vous n'êtes pas encore familier avec ceux-ci, peuvent être résumés par 3 points. D'abord, le fait qu'on passe énormément de temps et l'essentiel de notre temps dans des lieux clos, donc l'on peut considérer comme étant des lieux intérieurs. L'ordre de grandeur, la plupart du temps donné dans un pays comme la France, c'est à peu près 80% de notre temps en moyenne, bien sûr, pour les adultes et plutôt de l'ordre de 90-95% pour les très jeunes enfants. Un adulte respire à peu près 15 000 litres d'air chaque jour. Et donc, j'ai repris une photo qui avait été faite d'ailleurs par la PPA en Rhône-Alpes, qui, je trouve, illustre assez bien. On voit les personnes à côté, là, en bleu. Voilà, c'est le volume qu'un adulte respire en moyenne par jour d'air. Donc, évidemment, c'est très important de boire sain et de manger sain, mais c'est aussi très important de respirer sain. Voilà, c'est les 3 éléments essentiels pour nous vivre. Donc, tâchons aussi de faire attention à notre air intérieur et à notre air de manière générale. Et puis aujourd'hui, on a 25 à 30% de la population dans nos pays occidentaux qui sont allergiques, et ce chiffre ne fait que monter. C'était plutôt estimé de l'ordre de 3% dans les années 70. Bon, c'est une estimation, évidemment. Donc jusque-là, effectivement, la préoccupation sur l'air n'est pas nouvelle. L'air extérieur a été plus rapidement suivi avec différentes mesures qui pouvaient être réalisées dans nos airs extérieurs, et puis avec beaucoup d'actions de la part des pouvoirs publics, mais aussi du coup des industriels et autres qui avaient un impact sur l'air extérieur. Donc il y a eu pas mal d'améliorations à ce niveau-là. L'air intérieur a été pris un peu plus tardivement. Et donc, c'est quand même maintenant, heureusement, un sujet d'actualité, puisque voilà, les enjeux sanitaires sont très loin d'être neutres. Alors, je vous ai parlé d'allergie, évidemment, c'est l'un des symptômes que l'on peut avoir. Évidemment, il peut y avoir tout un tas d'implications sanitaires, en fait, d'une mauvaise air intérieure en fonction des polluants et des doses que l'on reçoit. Et dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'au cancer en passant par tout un tas de pathologies différentes. Voilà, ce n'est qu'un exemple, celui que je vous ai noté là. Lié à ça, on a des enjeux économiques. Alors, s'il faut résumer sur un point, c'est le coût que ça représente, et qui est tiré d'une étude qui est de 2014, qui commence à avoir de l'âge, mais qui est toujours aussi parlante, qui a été créée par l'ANSES, le QA et l'Université Paris 1, donc de la Sorbonne, qui se basait sur 6 polluants seulement, et qui estimait à 19 milliards d'euros le coût annuel pour la France de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Donc on peut estimer que ce coût est fort probablement sous-estimé, puisque évidemment on n'a pas que 6 polluants dans nos airs, on est plutôt sur plusieurs centaines. Donc voilà, ça vous donne un ordre de grandeur.
Et le troisième type d'enjeu, ce sont les enjeux techniques. Et donc, pareil, hein, pour être percutante, je pense que le plus simple est de donner un exemple. C'est aujourd'hui, le constat est fait qu'une installation de ventilation sur deux contrôlée par les contrôles réglementaires de la construction présente au moins une non-conformité sur le volet ventilation. D'accord. Et c'est constant, quel que soit l'endroit en France, quelle que soit l'année, les résultats sont à peu près constants. Donc, on est toujours sur à peu près une installation sur deux qui est non conforme, donc neuve, une installation neuve. Et parmi ces non-conformités, de 40 à 50% des installations sont non conformes au titre du débit d'air extrait. Voilà. Et bien sûr, évidemment, on retrouve d'autres défauts, des configurations qui sont mal respectées. Donc ça va être, par exemple, l'entrée d'air pas passée au bon endroit ou qui ne respecte pas la vie technique qui était imposée par rapport au bloc moteur qui est installé. Donc, voilà, 2 exemples. Raccordement bouche au réseau qui n'est pas bien réalisé, donc on peut avoir une perte de charge liée à des fuites importantes, par exemple, un mauvais placement de la gaine, des passages en débit de pointe qui ne sont pas possibles. On trouve normalement des tirettes quand on est sur la ventilation simple flux au niveau de la cuisine et des sanitaires, et donc parfois ce n'est pas possible. Cette tirette n'existe pas ou alors elle ne fonctionne pas, ou encore différents types de dysfonctionnements liés au réseau. Voilà, des coudes ou autres, avec des grosses pertes de charge, voire le risque d'avoir de l'humidité, une humidité importante qui se développe. Voilà pour le type de non-conformité que l'on peut rencontrer. Et donc, une installation sur deux rencontre ce type de non-conformité. Donc, c'est loin d'être anodin. Voilà pour les grands enjeux. J'en passe à ma deuxième partie qui est est-ce que finalement la qualité de l'air intérieur, une fois qu'on a fait ces constats, est aujourd'hui un pilier de la RE 2020. Donc je vais vous donner des éléments de réponse qui offrent des pistes, puis après je vous en laisserai juge. Donc un petit contexte quand même sur la réglementation environnementale 2020. Donc la RT 2012, la précédente, généralisait les bâtiments basse consommation. On était encore vraiment sur une réglementation thermique. Aujourd'hui on passe sur une réglementation environnementale. Alors certes, on va un petit peu plus loin sur la thermique, mais c'est pas ce volet-là qui est le plus spectaculaire. On a un contexte évidemment de la loi TECV et puis de la loi Elan de 2015 et de 2018. Et donc finalement, la RE 2020, si on veut la résumer en plusieurs grands points, on peut la résumer sur ces 4 points-là. Donc on a effectivement l'amélioration de la performance énergétique qui est visée dans la continuité de la RT 2012, mais encore une fois, c'est pas là-dessus qu'il y a le plus d'évolution. Il y en a bien sûr, mais voilà. L'important finalement, c'est sur les 3 points suivants. Le premier, c'est réduire l'impact environnemental des bâtiments neufs avec l'introduction d'une analyse du cycle de vie, assurer l'adaptation au changement climatique et garantir le confort d'été avec une modification quand même des calculs sur cette partie-là, sur le confort d'été notamment, et puis assurer une bonne qualité de l'air intérieur des logements. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un petit rappel des dates, je ne vais pas m'étendre plus que ça là-dessus, mais c'est toujours intéressant d'avoir la frise, surtout si jamais c'est plus un pense-bête. Donc aujourd'hui, les textes sont sortis pour le logement. Le second semestre 2021, on est plutôt sur la consultation publique sur les premiers bâtiments tertiaires avec une application effective pour les logements au 1er janvier 2022. Et puis, bien sûr, ça continuera. Il y aura plusieurs étapes et plusieurs évolutions avec une sortie normalement des bâtiments tertiaires au 1er juillet 2022. Ce qui n'évolue pas ou peu sur les aspects QAI dans la réglementation environnementale, c'est les aspects énergétiques, on l'a évoqué avant. Ça évolue un petit peu quand même. Et puis l'étanchéité à l'air du bâti conserve des exigences qui sont similaires. En revanche, ce qui évolue au regard de la QAI ventilation, c'est cette étape de vérification de la ventilation qui devient obligatoire pour les logements, qu'ils soient collectifs ou individuels. Donc cette étape de vérification s'appuiera sur un protocole réglementaire que va développer davantage Sandrine par la suite. Donc je la laisserai développer ce point-là, qui est issu d'un protocole qui s'appelle Promévent résidentiel. Donc voilà, c'est l'origine, on va dire, du protocole réglementaire. Ça s'applique sur, donc ça inclut quoi? Des vérifications visuelles, qui sont des vérifications fonctionnelles, et des différentes mesures, donc notamment des débits pression en bouche. Par contre, ça n'intègre pas des mesures obligatoires au niveau de la perméabilité à l'air des réseaux. Elles ne sont pas obligatoires. Elles sont possibles, mais pas obligatoires. Voilà. Donc en fait, finalement, quand on a dit ça, on peut le résumer en disant que c'est, la RE 2020 intègre une obligation surtout sur la vérification de la ventilation et pas sur la qualité de l'air intérieur directement.
D'accord? Évidemment que c'est lié, hein, mais c'est quand même un point qui est important. Voilà, on est sur voilà, on intègre plutôt les aspects ventilation sur cette réglementation environnementale. On n'a pas de mesures directement QAI qui deviennent obligatoires, hein. C'est ça qui est important. Voilà. Et avant de passer la main à Sandrine, je voulais vous faire un petit aparté sur le label accompagnant la réglementation environnementale 2020, parce que vous avez peut-être des questions là-dessus, et puis c'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Donc c'est un label qui a, on dit que la réglementation environnementale est là pour construire, imaginer les bâtiments de demain, et donc le label est là pour imaginer les bâtiments d'après-demain, hein. C'est toujours la même logique. Le label commence à prédéfinir la réglementation suivante. Et donc elle a été diffusée, enfin des premières pistes ont été diffusées par le plan bâtiment durable pour le premier cadre, hein, de ce label, avec une consultation au printemps dernier. Donc c'était voilà, qui s'est terminé le 8 mai dernier, hein, avec 2 objectifs pour ce label. Donc valoriser les bâtiments qui anticiperont les étapes de la RE 2020, et puis évidemment prendre en compte des critères nouveaux qui pourraient préfigurer la suite. Voilà. Voilà les groupes de travail qui étaient proposés au niveau du label. Et donc moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est le GT4 Confort et Santé, dans lequel était intégrée la qualité de l'air intérieur. Mais bien sûr que le label intégrera tout un tas d'autres choses, en allant toujours plus loin, hein, qu'est la réglementation environnementale 2020, et dont notamment les GT5 et suivants, donc gestion durable de l'eau, économie circulaire, biodiversité, pour aller encore plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Et donc le GT4 qui était proposé dans la consultation recueille des éléments sur le confort et santé. Et donc en fait ces différents groupes de travail, c'était pour la consultation publique. Ils demandaient en fait de travailler là-dessus, et puis de faire des retours sur les éléments qui étaient proposés sur le site du plan bâtiment durable. Et donc on pouvait répondre sur est-ce que ça nous semblait cohérent, les indicateurs qu'ils proposaient ou non. Et donc ce qu'on peut retirer de ce GT4 sur le confort et la santé, c'est qu'il proposait des mesures, d'intégrer des mesures là directement au QAI. Hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la réglementation environnementale 2020. Un certain nombre d'indicateurs, notamment température, humidité relative, ça c'est des choses de base, le CO2 hein, pour le confinement, les particules fines, et puis bien sûr d'aller plus loin sur la vérification du système du fonctionnement correct du système de ventilation, donc sur tout type de bâtiment, et aussi d'intégrer des vérifications sur le radon. Il s'interrogeait sur le suivi d'autres indicateurs, d'autres polluants tels que les moisissures, le formaldéhyde, voire même aller jusqu'à la perception et la satisfaction des occupants, mais quels indicateurs on pouvait mettre en face de ça. Donc ça, c'était encore des choses un petit peu ouvertes. Donc on avait la possibilité de répondre à ça. Je vous ai mis le site du plan bâtiment durable, la page consacrée, si vous voulez en savoir davantage, parce que c'est toujours intéressant. Vous retrouvez tous les documents qui étaient liés, notamment au GT4, confort et santé, si vous voulez voir finalement jusqu'où allait le plan de bâtiment durable là-dessus, puis l'équipe qui était derrière. Alors ça, c'était au printemps dernier. Et puis aujourd'hui, les informations qu'on a complémentaires là-dessus, ils sont toujours en train de développer ce label. Je n'ai pas les indicateurs à vous donner, je ne les connais pas aujourd'hui. Ils ne sont pas encore sortis. Donc c'est en cours d'élaboration avec HQE et Finergie, et puis ce qu'ils appellent une démarche qualité bâtiment durable. Donc en fait tout ça crée un groupement d'intérêt écologique en lien avec le plan bâtiment durable. Voilà, ce sera un label à points. Finalement, c'est ça l'information principale que j'ai aujourd'hui. Ce sera un label à points. J'ai pas encore les indicateurs, et par contre, ce qu'ils estiment en termes de sortie, c'est une estimation de sortie en début 2023. Voilà, hein. Ils veulent le lancer le plus tôt possible, mais tout n'est pas encore figé à ce jour. En attendant, Effinergie sortira probablement un label début 2022, mais sans obliger la mesure de la QAI, plutôt avec des recommandations. Voilà, donc ça, ce sera pour faire patienter, on va dire, si vous voulez aller plus loin sur la QAI.